Août 1943. À l'aube, la lumière pâle du matin glisse sur les falaises de la côte française près de Dieppe. Les observateurs allemands scrutent la Manche, jumelles collées aux yeux. Très vite, les silhouettes familières apparaissent à l'horizon. Une grande formation alliée approche. Pour la Luftwaffe, ce n'est qu'une mission de plus. Des bombardiers escortés par des chasseurs britanniques. Rien d'inhabituel. Les moteurs allemands rugissent. Les Messerschmitt décollent, prêts à intercepter l'ennemi avant qu'il n'atteigne la côte. Mais dans les cockpits des Spitfire et des Hurricane qui foncent vers eux, quelque chose ne colle pas. Les voix qui crépitent dans les radios n'ont pas l'accent britannique. Elles viennent d'outre-Atlantique. Ces pilotes ne sont pas censés être là. Officiellement, leur pays n'est même pas en guerre. Et pourtant, ce matin-là, ils risquent leur vie au-dessus de la France occupée, sous l'uniforme de la Royal Air Force. Leur existence même est un secret soigneusement entretenu. Pour comprendre comment des Américains ont pu combattre Hitler bien avant Pearl Harbor, il faut revenir en arrière. Septembre 1939. L'invasion de la Pologne plonge l'Europe dans le chaos. En quelques mois, la Wehrmacht écrase la France, balaye les Pays-Bas, menace l'Angleterre d'invasion. L'été 1940 devient un moment de vérité. La RAF tient bon pendant la bataille d'Angleterre, mais le prix est lourd. Les pertes s'accumulent, les pilotes manquent, et la Luftwaffe revient chaque jour. Winston Churchill le sait, sans renfort, la Grande-Bretagne finira par plier. Son regard se tourne naturellement vers les États-Unis. Mais là se dresse un mur juridique. Washington est enchaîné par des lois de neutralité strictes. Aucune aide militaire directe, aucun entraînement, aucun engagement officiel. Même les volontaires qui tenteraient de rejoindre une armée étrangère risquent de perdre leur citoyenneté américaine. Sur le papier, tout est verrouillé. Dans la réalité, les fissures apparaissent vite. L'opinion publique américaine est divisée, mais l'idée de voir l'Europe tomber sous la domination nazie inquiète. Dans les cercles politiques, on cherche des solutions discrètes, des chemins détournés. Aider sans aider. Combattre sans déclarer la guerre. C'est dans cette zone grise qu'entre en scène Charles Sweeney. Américain fortuné installé à Londres, il assiste impuissant à l'effondrement du continent. Pour lui, attendre n'est plus une option. Sweeney se souvient d'un précédent historique presque romantique. L'escadrille Lafayette de la Première Guerre mondiale, ces pilotes américains qui avaient volé pour la France avant l'entrée officielle des États-Unis dans le conflit. Pourquoi ne pas refaire la même chose ? L'idée est simple, presque provocatrice. Recruter des pilotes américains, les faire voler sous cocarde britannique et les intégrer officiellement à la RAF. Officieusement, bien sûr. Avec l'aide de relations influentes et de fonds privés, Sweeney commence à contacter des volontaires. Des hommes jeunes, souvent déjà pilotes civils, parfois recalés par l'US Army Air Corps, mais prêts à tout pour combattre l'Allemagne. Son projet trouve un écho inattendu. Son oncle, également nommé Charles Sweeney, vétéran aguerri et personnage controversé, mène de son côté des initiatives similaires. Initialement tourné vers l'aide à la Finlande contre l'URSS, il réoriente rapidement ses efforts vers la Grande-Bretagne après la chute de la France. Les deux démarches finissent par converger. À Londres, l'Air Ministry hésite. Officiellement, accepter des Américains est politiquement délicat. Mais officieusement, chaque pilote compte. Après des mois de discussions et de pression, la décision tombe à l'été 1940. Oui, une unité américaine sera créée au sein de la RAF. Elle aura un nom et un symbole qui ne laissent aucun doute sur ses origines. L'aigle, emblème des États-Unis. En septembre 1940, naît le numéro 71 Squadron. Ce n'est que le début. À mesure que les volontaires traversent l'Atlantique, deux autres unités voient le jour. Les escadrons 121 et 133. Ensemble, ils formeront ce que l'histoire retiendra sous le nom des Eagle Squadron. Officiellement britanniques, en réalité profondément américains. À ce stade, ni la Luftwaffe ni la plupart des Alliés ne connaissent la vérité. Pour les Allemands, ce ne sont que des pilotes de la RAF parmi d'autres. Personne ne se doute encore que, derrière ces Spitfire, se cache une expérience unique. Celle d'hommes qui ont choisi la guerre avant même que leur nation ne s'y engage.
Et très bientôt, ce choix va leur coûter cher. Rejoindre les Eagle Squadron n'avait rien d'une aventure romantique. Une fois arrivés en Grande-Bretagne, les volontaires découvraient une réalité brutale. La guerre ne laissait aucune place à l'improvisation. Les critères de sélection étaient sévères. Il fallait être âgé de 20 à 31 ans, avoir terminé le lycée, posséder une vue quasi parfaite et, surtout, justifier d'au moins 300 heures de vol certifié. Pour beaucoup, ces exigences restaient plus accessibles que celles de l'aviation américaine, ce qui expliquait l'afflux constant de candidats. Mais être accepté n'était que la première étape. Le temps pressait. La France était occupée, la Luftwaffe continuait ses frappes, et chaque pilote devait être prêt le plus vite possible. Les recrues étaient envoyées dans des unités d'entraînement opérationnel où elles passaient de longues journées à assimiler en quelques semaines ce que d'autres apprenaient en plusieurs mois. Les avions changeaient sans cesse. Miles Master pour la formation avancée, Hurricane pour les bases du combat, puis le Spitfire, machine exigeante, nerveuse, impitoyable à la moindre erreur. Les instructeurs britanniques n'épargnaient personne. Décollage à l'aube, vol en formation serrée, simulation de combats tournoyants, procédures d'urgence répétées jusqu'à l'épuisement. Les Américains apprenaient vite, portés par une motivation farouche. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Comme le dira plus tard Ira Eaker, futur commandant de l'US Air Force en Europe, ces hommes étaient convaincus d'une chose: si la Grande-Bretagne tombait, le reste du monde suivrait. En février 1941, le numéro 71 Squadron fut déclaré opérationnel. Basé d'abord à Church Fenton, les pilotes commencèrent par des patrouilles défensives. Le ciel semblait parfois calme, presque trompeur. Mais chacun savait que ce répit ne durerait pas. Rapidement, l'escadron fut déplacé vers des zones plus exposées, au cœur du dispositif du Fighter Command, là où les affrontements avec la Luftwaffe faisaient partie du quotidien. La guerre frappa sans prévenir. En mai, lors d'une mission au-dessus des Pays-Bas, le jeune pilote Mike Kolandorski fut abattu. Sa disparition secoua profondément l'unité. Pour la première fois, les Eagles perdaient l'un des leurs en combat. Le choc fut brutal, mais il renforça aussi leur détermination. Il n'était plus question de simples exercices ou de patrouilles symboliques. Ils étaient désormais pleinement engagés. Les semaines suivantes confirmèrent cette réalité. Le 21 juin, au-dessus de la Manche, Nathaniel Marantz fut pris à partie par un Messerschmitt Bf 109. Son Hurricane, dépassé, fut endommagé, l'obligeant à sauter en parachute. Après des heures passées dans l'eau glacée, il fut repêché par une patrouille allemande. Marantz devint ainsi le premier pilote américain capturé par les forces du Reich, bien avant que les États-Unis ne soient officiellement en guerre. Malgré ces pertes, les Eagles commencèrent à s'imposer. Le 21 juillet 1941, lors d'une mission d'escorte près de Lille, William R. Dunn aperçut un chasseur allemand qui se glissait vers les bombardiers. Sans hésiter, il poussa son Hurricane à la limite, se plaça dans l'axe et ouvrit le feu. Le Bf-109 explosa en vol. À la radio, les cris de joie éclatèrent. C'était la première victoire confirmée des Eagle Squadron. Un moment charnière, la preuve que ces volontaires pouvaient rivaliser avec les as de la Luftwaffe. Peu après, l'escadron reçut le Spitfire Mk5. Plus rapide, mieux armé, il permit aux pilotes de mener des missions offensives au-dessus de l'Europe occupée. Les combats devinrent plus fréquents, plus intenses. Chaque sortie était un pari. Chaque retour sur la piste, une victoire en soi. Pendant ce temps, un second escadron, le numéro 121, entra en action. D'abord chargé de l'escorte des convois côtiers, il obtint son premier succès confirmé à l'automne 1941. Puis, à son tour, il passa au Spitfire et rejoignit les opérations au-dessus de la Manche. Début 1942, le troisième et dernier escadron, le numéro 133, fut formé et affecté à Biggin Hill, l'un des secteurs les plus exposés de toute la RAF. Les Eagles n'étaient plus une expérience discrète. Ils formaient désormais une force aguerrie, engagée quotidiennement dans des combats aériens acharnés. Pourtant, pour l'ennemi, ils restaient de simples pilotes britanniques.
Personne à Berlin ne se doutait encore que des Américains accumulaient déjà une expérience du combat aérien moderne, une expérience qui allait bientôt peser lourd dans la guerre à venir. L'année 1942 marqua un basculement. Les Eagle Squadrons n'étaient plus des unités en apprentissage, mais des formations aguerries, jetées sans ménagement dans les missions les plus dangereuses du Fighter Command. Les opérations se succédaient à un rythme implacable. Escorte de bombardiers, sweeps offensifs au-dessus de la France occupée, interceptions au-dessus de la Manche. Chaque sortie signifiait une nouvelle confrontation avec des adversaires expérimentés, souvent numériquement supérieurs. Pour le numéro 133 Squadron, affecté au prestigieux Biggin Hill Wing, la pression était constante. Fin juillet, lors d'une mission d'escorte vers Abbeville, les Spitfire américains se heurtèrent à un groupe redoutable de chasseurs allemands. Parmi eux se trouvait Rudolf Planz, un as chevronné crédité de plus de 50 victoires. Le combat tourna rapidement au chaos. Les formations se disloquèrent, les trajectoires s'entrecroisèrent à basse altitude. Dans la mêlée, les Eagles tinrent tête. 2 chasseurs ennemis tombèrent sous leurs tirs. Un 3e fut revendiqué peu après. Flans lui-même fut abattu. Mais la victoire avait un goût amer. Plusieurs appareils britanniques ne rentrèrent pas à la base. Ces affrontements confirmaient une réalité inquiétante. La Luftwaffe, bien que mise sous pression sur plusieurs fronts, restait dangereuse, surtout au-dessus de ses propres territoires. Les Allemands disposaient désormais de Focke-Wulf FW-190, rapides, puissants, capables de rivaliser avec les Spitfire les plus récents. Pour les Eagles, chaque mission exigeait une concentration absolue. La moindre erreur se payait comptant. Le mois d'août amena une opération d'une ampleur inédite. Sur la côte française, un vaste raid amphibie était en préparation. Les pilotes en ignoraient les détails précis, mais ils savaient que l'aviation serait cruciale. Lorsque l'ordre tomba, les 3 Eagle Squadrons furent engagés simultanément. Au-dessus de Dieppe, le ciel se transforma en un champ de bataille saturé d'avions, de traînées de condensation et d'éclats de DCA. Les combats furent violents, incessants. Les Spitfire plongèrent sur des formations de bombardiers ennemis, interceptèrent des chasseurs allemands, couvrirent les troupes au sol prises sous un feu meurtrier. Les radios crépitaient sans répit. Dans ce tumulte, les Eagles revendiquèrent plusieurs appareils ennemis détruits. Mais là encore, le prix fut lourd. Plusieurs pilotes ne revinrent pas. Lorsque la mission prit fin, le sentiment de fierté se mêlait à une amère lucidité. Même les opérations les mieux préparées pouvaient tourner au carnage. Quelques semaines plus tard, le sort frappa encore plus durement. Fin septembre, lors d'une mission d'escorte de bombardiers américains au-dessus de la Bretagne, une combinaison fatale de mauvais temps et d'erreurs de navigation entraîna une partie du numéro 133 Squadron bien au-delà de sa zone prévue. À court de carburant, désorientés, les Spitfire descendirent au-dessus d'une région lourdement défendue. La réaction allemande fut immédiate. Chasseurs et artillerie anti-aérienne se déchaînèrent. En quelques minutes, la formation fut décimée. Des pilotes furent abattus, d'autres capturés. Seuls quelques-uns réussirent à s'échapper, souvent par miracle. Cet épisode laissa une marque profonde. Les Eagle Squadrons avaient prouvé leur valeur, mais ils payaient chaque victoire au prix fort. La fatigue s'accumulait, les effectifs se réduisaient, et pourtant, les missions continuaient. Dans les messes, les conversations changeaient de ton. On parlait moins d'exploits, davantage de survie. Certains commençaient à se demander combien de temps encore cette situation pouvait durer. À la fin de l'année, un autre événement, venu de l'autre côté de l'Atlantique, bouleversa les certitudes. Les nouvelles arrivèrent rapidement, sans détour. Le monde avait changé en une nuit. Pour les Eagles, qui combattaient depuis des mois sous des cocardes étrangères, une question devint inévitable. Leur rôle allait-il enfin être révélé? Et à quel prix? L'annonce tomba comme un coup de tonnerre, même si, au fond, personne ne pouvait dire qu'il ne s'y attendait pas. L'entrée officielle des États-Unis dans la guerre changeait tout. Pour les pilotes des Eagle Squadron, une période étrange commença, celle de l'attente.
Ils continuaient de voler, de se battre et de mourir sous uniforme britannique, tout en sachant que leur statut était devenu politiquement intenable. Leur secret, longtemps soigneusement préservé, n'avait plus de raison d'être. Sur les bases de la RAF, l'atmosphère était lourde. Les missions se poursuivaient, mais un sentiment de transition planait partout. Les Américains se retrouvaient désormais au cœur d'un jeu diplomatique délicat. Londres avait encore besoin d'eux, mais Washington préparait déjà l'intégration de ces vétérans aguerris dans sa propre armée de l'air. Chaque sortie pouvait être la dernière sous cocarde britannique. Sur le plan opérationnel, les Eagle Squadron n'avaient plus rien de novice. Leur expérience du combat aérien en Europe dépassait celle de nombreux pilotes américains restés au pays. Ils connaissaient les tactiques allemandes, les pièges de la chasse au-dessus du continent, la brutalité des engagements à haute altitude comme à ras du sol. Cette expertise faisait d'eux une ressource précieuse, mais aussi une cible prioritaire. Les pertes continuaient. Certains visages familiers disparaissaient sans cérémonie, remplacés par de nouveaux volontaires qui tentaient de se hisser au niveau de vétérans déjà marqués par des dizaines de missions. L'écart se creusait entre ceux qui avaient survécu depuis les débuts et les nouveaux arrivants, encore habités par une forme d'idéalisme que le front érodait rapidement. Au fil des semaines, les discussions autour du futur se faisaient plus concrètes. Des officiers britanniques évoquaient discrètement un transfert imminent. Des rumeurs circulaient. Nouvelles désignations, nouvelle hiérarchie, nouvelle doctrine. Certains pilotes y voyaient une promotion logique. D'autres redoutaient de perdre l'esprit unique forgé dans les Eagle Squadron. Ce n'étaient pas de simples unités. C'étaient des fraternités de combat nées dans l'ombre de la neutralité américaine. La transition s'accéléra à l'été 1942. Des inspections eurent lieu, des listes furent établies, des réunions tenues à huis clos. Les pilotes commencèrent à recevoir des informations officielles. Ils ne seraient plus des Américains volant pour la RAF. Ils allaient devenir le noyau dur d'une unité de chasse américaine en Europe. Une reconnaissance tardive, mais lourde de responsabilités. Le jour de la cérémonie arriva plus vite que prévu. Sur la base de Debden, l'ambiance était solennelle. Officiers britanniques et américains se faisaient face, conscients de vivre un moment historique. Les discours furent sobres, chargés d'émotions contenues. Les mots parlaient de gratitude, de courage, de sacrifice. Derrière les formules officielles, chacun savait que ces hommes avaient comblé un vide critique à un moment où la Grande-Bretagne se battait presque seule. Lorsque les insignes changèrent officiellement, beaucoup eurent le sentiment de refermer un chapitre irréversible. Pourtant, rien ne ressemblait à une fin. Les avions étaient toujours là. Les missions continuaient. Et surtout, la guerre entrait dans une phase encore plus vaste, plus industrielle, plus meurtrière. Les anciens Eagles furent réorganisés au sein d'un nouveau groupe de chasse américain. Leur expérience fut immédiatement mise à profit. Ils devinrent instructeurs, leaders de formation, références tacites pour les nouvelles vagues de pilotes arrivant des États-Unis. Ceux qui n'avaient jamais affronté la Luftwaffe découvraient rapidement que la théorie apprise dans les manuels ne suffisait pas. Dans le ciel d'Europe, une nouvelle force aérienne américaine prenait forme, mais elle reposait sur des fondations forgées bien avant l'entrée officielle en guerre. Peu de gens, à l'époque, en avaient conscience. Aux yeux de l'opinion publique, l'USAAF semblait apparaître soudainement, prête au combat. En réalité, son cœur battait déjà depuis longtemps, porté par des hommes qui avaient combattu sous un autre drapeau. Et alors que de nouveaux avions, plus puissants, plus lourds, commençaient à arriver sur les terrains britanniques, une certitude s'imposait. L'histoire des Eagle Squadron n'était pas un simple prologue. Elle annonçait une escalade. Une guerre aérienne d'une ampleur encore jamais vue. La question n'était plus de savoir qui combattrait, mais jusqu'où il serait prêt à aller. Avec la montée en puissance de l'aviation américaine en Europe, le rôle des anciens Eagle Squadron changea définitivement de dimension. Désormais intégrés dans une machine militaire gigantesque, ils n'étaient plus une anomalie discrète, mais une élite opérationnelle. Leur nouveau quotidien ne laissait aucune place à la nostalgie. L'USAAF lançait une offensive aérienne systématique contre le Reich, et chaque pilote expérimenté devenait indispensable.
Les premières grandes campagnes de bombardement stratégique révélèrent immédiatement un problème majeur. Les formations de B-17 et de B-24, massives et lentes, attiraient la Luftwaffe comme un aimant. Escorter ces bombardiers jusqu'au cœur de l'Allemagne représentait un défi inédit. L'autonomie limitée des chasseurs, les tactiques agressives des pilotes allemands et la densité de la défense aérienne transformaient chaque mission en épreuve d'usure. Les anciens Eagles se retrouvèrent à l'avant-garde de cette nouvelle guerre aérienne. Leur expérience acquise sous la RAF faisait la différence. Ils savaient quand rompre un combat, comment économiser du carburant, comment survivre face à des adversaires supérieurs en nombre. Très vite, leurs méthodes influencèrent toute une génération de pilotes américains, encore peu préparés à l'intensité du ciel européen. Mais le prix à payer restait élevé. Les pertes s'accumulaient, parfois en quelques minutes de combat. Les escadrilles se vidaient plus vite qu'elles ne se remplissaient. Certains vétérans, survivants des débuts clandestins, tombaient désormais au-dessus de l'Allemagne, loin des côtes françaises où tout avait commencé. La guerre n'avait plus rien d'héroïque. Elle était mathématique, industrielle, implacable. L'arrivée de nouveaux chasseurs à long rayon d'action marqua un tournant. Avec eux, l'USAAF put enfin accompagner les bombardiers jusqu'à leurs objectifs les plus éloignés. Cette évolution changea l'équilibre des forces. La Luftwaffe, autrefois omniprésente, commença à s'essouffler. Chaque mission réussie rapprochait un peu plus les Alliés de la domination aérienne totale. Pour les anciens membres des Eagle Squadron, cette victoire progressive avait un goût amer. Ils voyaient se réaliser ce pourquoi ils s'étaient engagés avant tous les autres, mais dans un cadre où leur histoire personnelle se dissolvait. Officiellement, ils étaient devenus des pilotes américains parmi tant d'autres. Leur passé sous uniforme britannique n'était plus qu'une note de bas de page dans les rapports militaires. Après la guerre, beaucoup rentrèrent chez eux dans un silence presque total. Il n'y eut pas de grande parade pour ceux qui avaient défié les lois de neutralité, ni de reconnaissance immédiate pour ceux qui avaient combattu avant Pearl Harbor. Certains poursuivirent une carrière militaire, d'autres quittèrent l'aviation à jamais, marqués par des années de combats incessants. Ce n'est que bien plus tard que leur rôle commença à être pleinement compris. Les historiens réalisèrent que l'USAF en Europe n'était pas né en 1942, mais dans les cockpits de Spitfire pilotés par des Américains anonymes, bien avant que leur pays n'entre officiellement en guerre. Sans eux, la transition aérienne alliée aurait été plus lente, plus coûteuse, peut-être décisivement compromise. Aujourd'hui encore, leur héritage reste discret. Peu de monuments, peu de films, peu de récits populaires. Pourtant, ces hommes avaient ouvert la voie. Ils avaient prouvé qu'une poignée de volontaires pouvait influencer le cours d'un conflit mondial, simplement en refusant d'attendre. Et si leur secret a fini par être révélé, une question demeure, presque troublante. Combien d'autres batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale ont été gagnées par des hommes dont l'histoire, elle aussi, reste encore tapie dans l'ombre ?